Alors, je suis donc astrophysicien, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, et ça depuis 2008, donc presque, oui, 12 ans. Et puis, ça veut dire que j'ai quand même le droit de continuer à travailler. Et puis, en ce moment, j'ai deux autres fonctions. La première, c'est je préside une association qui essaye de lutter contre la violence en milieu scolaire, c'est-à-dire qui s'appelle Prévenance. Voilà, faisant en sorte que le monde soit vivable. Et puis, je suis aussi scientifique associé au Théâtre de la Ville. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. À mon origine, ça a été en deux temps, de fait. Je suis plongé dans la marmite de l'univers à peu près à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que j'ai passé les concours des grandes écoles. Je suis rentré à l'école normale supérieure. La première année, j'ai fait la licence de physique. Puis à la fin de la première année, je ne savais pas exactement quelle physique j'allais faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personnalité. Il était à ce moment-là chef du bureau des brevets du CNRS. Il s'appelait Henri Volcrager. Et il m'a dit qu'est-ce que vous savez faire de vos 10 doigts? J'ai dit rien. Donc il m'a dit vous êtes un rêveur? J'ai dit oui. Alors puisque vous aimez rêver, je vous conseille d'aller voir le professeur Evry Schatzman. À l'époque ça s'appelait à la Sorbonne. Et puis vous ferez de l'astrophysique. Je vous conseille de faire de l'astrophysique théorique. Et voilà comment je suis rentré dans la marmite univers, vers l'âge de 20 ans. Ce qui me passionne le plus dans ce métier, d'abord, c'est un sujet qui est tout le monde s'intéresse à l'univers. Donc, il y a une partie de mon travail qui consiste à vulgariser, à raconter. Donc, j'ai beaucoup aimé dans ce métier tout ce qui concerne l'enseignement. J'ai enseigné à Polytechnique, j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai enseigné dans d'autres lieux. Donc, l'enseignement, faire des conférences, parler, faire ce qu'on est en train de faire actuellement, j'aime bien ça. Donc pourquoi j'ai ce goût? Peut-être naturellement, mais j'ai eu la chance, je crois que vous avez interviewé le professeur Hubert Reeves, j'ai eu la chance de faire ma thèse d'État avec Hubert Reeves. Et Hubert Reeves m'a très vite appris l'importance de la vulgarisation. Je l'ai remplacé certaines fois lorsqu'il n'y avait pas le temps pour faire des conférences. Et donc, c'est comme ça que, naturellement, j'ai eu deux pieds, si vous voulez, dans le métier. Un pied recherche, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis un pied vulgarisation. Alors, ça, c'est un autre chapitre de ma vie. Il s'est trouvé que j'ai eu une vie un peu, où j'ai fait beaucoup de... Enfin, je suis resté constamment dans le secteur public, mais il m'est arrivé des différentes aventures, à savoir, j'ai dirigé un laboratoire, l'Institut d'astrophysique, de 78 à 89, et puis de 89 à 93, j'ai été au cabinet, ou plus exactement au secrétariat général de l'Élysée, et j'étais chargé de la recherche, de l'environnement, de l'espace et de la technologie. Et donc, je me suis intéressé à l'écologie, je dirais un peu par métier, c'est-à-dire on m'a demandé d'étudier les problèmes d'écologie et puis de faire des notes au président de la République pour qu'il prenne ses décisions. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai été le rédacteur de son discours. Vous savez, il y a eu en 1992, il y a eu le premier appel de Rio. Donc le président est allé s'exprimer à Rio, comme tous les chefs d'État. Il y en avait une centaine à peu près, dont le père de George W. Bush, le vieux Bush, qui était dans un état nerveux épouvantable cette fois-là. Mais en tout cas, c'est moi qui ai écrit
le brouillon du discours du président de la République. Voilà, pour vous donner un exemple. Ah mais bien sûr, il y a eu des changements. À la fois, c'est ça qui est sidérant. C'est ce que mon expérience du monde politique, c'est-à-dire qu'on vous fait faire des choses très rapidement, et puis pendant des années, les choses ne changent absolument ou presque pas. Je veux dire, on a fait grand cas de COP21, mais je veux dire, COP21, c'était en 2015, je crois. En 1990, je veux dire, il y avait déjà les brouillons. Hein, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'inventions. Pendant donc 25 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'inventions. De ce point de vue-là, je voudrais dire un mot aimable sur Brice Lalonde. Brice Lalonde a été un excellent ministre de l'Environnement qui a pris les choses de façon très factuelle. C'est-à-dire que trop souvent, on considère l'environnement d'un point de vue militant. Or, moi, je ne l'ai pas considéré comme d'un point de vue militant. J'ai considéré comme un point de vue, un problème scientifique. Il faut savoir ce qui est la vérité ou pas. Et ça veut dire quand même que, effectivement, je suis convaincu qu'il faut qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Je suis convaincu d'un tas de choses, mais par un raisonnement, je veux dire, par une analyse aussi scientifique que possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, c'est que de cette façon-là que je me suis intéressé à l'environnement. Je continue, mais je veux dire de façon un peu plus marginale, parce que je suis déjà passablement occupé avec ce que j'ai déjà dans pour le moment, voyez-vous. Bon, alors comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'être associé au Théâtre de la Ville. Et donc, j'ai continué pendant toute cette période à utiliser le téléphone, à garder tous les liens avec tous les gens avec qui je travaille. Donc, je n'ai pas senti, si vous voulez, du point de comme avec le moyen, avec la communication, j'ai pas senti avec la seule différence étant je suis chez moi et devant mon ordinateur. Mais sinon, ce qui était intéressant, c'est que Emmanuel de Marcy-Motta, le directeur du Théâtre de la Ville, a été confronté, lui, à un problème, à savoir son lieu. Il a été obligé de déprogrammer toutes les pièces de théâtre qu'il devait jouer ou faire jouer à cette époque-là. Donc il a réfléchi à comment, au lieu de se dire je mets tout le monde je mets hors du travail mes acteurs, il les a au contraire recrutés, il les a payés pour faire ce qu'on appelle des consultations poétiques. C'est-à-dire que des gens s'inscrivent sur le site du Théâtre de la Ville, encore maintenant, puis donc il y a un planning, et puis ils vont dialoguer pendant 25 minutes, une demi-heure, avec un acteur ou une actrice, et ils vont entreprendre une conversation, et au bout de cette conversation, l'acteur ou l'actrice vont lire des poèmes qui sont en relation avec la conversation qu'il y a eu. Et alors il s'est dit, m'a-t-il dit, est-ce que tu as envie de faire ça pour les sciences? Alors j'ai dit oui. Alors j'ai donc demandé à un biologiste du nom de Georges Chapoutier, à une biologiste du nom de Marie-Christine Morel, à un physicien que j'avais avec qui j'avais travaillé au Palais de la Découverte pour la physique. Et puis nous avons entrepris alors c'est le même principe, simplement au lieu que je lise, bien sûr je lis un poème à la fin, mais le poème n'est pas je réponds aux questions. Alors je peux vous dire les questions, elles sont fréquentes. Hein. Qu'est-ce qu'un trou noir? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'on est les seuls dans l'univers? Le temps, pourquoi lorsqu'on voyage vite, eh bien on rajeunit, ou tout au moins on vieillit moins vite que lorsqu'on est immobile. Enfin, toutes ces questions, donc j'y répondais. Puis j'engageais une discussion. Alors l'intérêt de cette procédure, c'est que il y avait, contrairement à lorsque je suis
à faire une conférence, il n'y a quand même pas une hiérarchie, mais je parle à un public. C'est que là, et puis pour les consultations poétiques, c'est la même chose, à savoir que le consulté, ou le consultant, pardon, c'est l'autre, eh bien, il est à pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on entreprend une discussion très. Voilà. Alors, se sont adjoints après mon ami Denis Lamy, qui est l'architecte du Futuroscope, qui a parlé de la ville idéale, et puis les médecins, plusieurs médecins, un neurologue et 2 chirurgiens neurologistes de la Pitié-Salpêtrière, qui font également des consultations sur le cerveau, comment ça fonctionne, comment on le répare, etc. Ce confinement nous a fait réfléchir à 2 choses. La première, la fragilité. Nous sommes fragiles. L'espèce humaine est fragile. Donc, pour qu'elle se maintienne, il faut qu'elle soit, comment dire, il faut qu'elle soit sage, entre guillemets. Savoir qu'elle... C'était pas évident, je veux dire, de demander aux gens de rester chez eux, de bouger, d'avoir un papier. Il y avait du côté un peu débilitant. Si j'ai un reproche à faire au gouvernement, enfin il y en a plusieurs qu'on peut faire, mais il y en a un, c'est de ne pas avoir traité les Français comme des adultes. C'est-à-dire d'avoir des règlements, des machins, des trucs. Enfin, non, il faut expliquer. Les gens ont compris d'ailleurs, puisque les gens se sont laissés confiner. Je veux dire, c'était une grande cause nationale, et cette façon un peu... oui, je suis... Justement, nous, dans nos consultations, on prend pas ceux avec qui on va parler comme des ignorants ou comme des... Ils savent d'autres choses que moi. Je vais parler avec eux, je vais dialoguer, je vais essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête et puis de répondre à leurs questions. Alors le résultat final, c'est que les gens, je le dis, parce que j'ai eu des témoignages, ils étaient très contents parce que ça leur a permis de réfléchir, de penser. Voilà, donc... mais je crois profondément à la relation avec les autres. C'est pour ça que pourquoi je fais cette interview. Je sais pas, mais c'est parce que, bon, vous me l'avez demandé, bon, vous en avez le besoin, bon, très bien. Bon, mais moi, je ne serai pas à la commande. Je ne sais pas si ce que je vais dire est intéressant, mais vous avez envie de me questionner, je vous réponds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, véritablement, d'aider les autres à parcourir leur chemin. Et je pense que, effectivement, le monde politique devrait se rappeler un peu sa mission, qui n'est pas de... Je veux dire, nous ne sommes plus des enfants. Je veux dire. Ils ne sont pas là pour nous commander, ils sont là pour nous servir. Et je crois qu'ils l'oublient un peu trop souvent. Alors, moi j'en ai un, qui est le suivant. D'abord, il faut, selon moi, 2 choses. Il faut se laisser, d'abord, il ne faut pas décider trop vite. Parce que il faut essayer d'abord de se connaître, de savoir ce qu'on veut. Et puis moi, j'ai une espèce de parabole, que je vous la livre. Nous sommes des passagers, des gens dans une gare, puis il y a des trains qui passent. Et il s'agit de savoir quel est le train qu'on va prendre. Et à partir du moment où on a pris un train, alors il faut s'accrocher. Il ne faut pas seulement, comment dire, les chercheurs qui réussissent le mieux, ce n'est pas nécessairement les plus intelligents. Ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui sont obstinés, ce sont ceux qui ont envie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont vraiment la cheville au corps. C'est plus important la motivation, la curiosité, de regarder ce qui se passe à l'extérieur, que le côté brillantissime d'un cerveau. C'est bien d'être intelligent et d'avoir des capacités, ça aide, mais ce n'est pas une condition stricte, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est être motivé et curieux, parce que souvent, lorsqu'on a des problèmes, les solutions, elles ne sont pas là où vous croyez.
elles sont ailleurs. Il faut les chercher. Hein, voilà. Il faut essayer de construire sa vie en se disant, ben voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais essayer de le faire. Et puis, à partir du moment où on s'est fixé un objectif, là, il faut s'y tenir. Vous parliez d'une dame qui est à la fois comédienne, comment dire, elle fait beaucoup de choses, et qui s'appelle Emma Scali. Ce qu'elle a comme qualité, c'est qu'elle est extrêmement volontaire. Et elle croit ce qu'elle fait, elle a de l'enthousiasme. Je pense que c'est les qualités qu'il faut pour réussir sa vie. C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de... Je vous dis pourquoi. Elle est difficile parce qu'il n'y a pas de... Tout dépend de la situation. Je veux dire, il y a des situations tellement différentes, tellement variées. Ce que j'essaye en général, surtout, c'est de ne pas céder au découragement. C'est de se dire, pour le moment, ça m'a réussi. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais se dire, il y a toujours, lorsqu'on est on pédale dans la semoule, voilà, ça arrive, se dire, alors il faut s'arrêter, il faut réfléchir, et se dire, il doit y avoir une solution. La deuxième chose, c'est de se dire que les autres sont là. Enfin, il est important pour moi, ça je le dis aux jeunes, imaginer sa vie tout seul dans une espèce d'autisme, etc., ça c'est très contre-productif. C'est de ne pas rester tout seul avec son problème, se dire que, justement, cultiver l'amitié, parce que d'abord vous pouvez rendre service aux autres, et ils peuvent éventuellement vous rendre service. Je veux dire, c'est ça la nature humaine. La nature humaine, elle est faite de compagnonnage, d'amitié, et alors en recherche, c'est très symptomatique. C'est-à-dire que on a des relations très étranges faites à la fois de concurrence et aussi de collaboration. Alors on emploie un mot émulation, enfin oui, voilà un mot composé pour dire cette douce. Mais bon, j'ai vécu comme ça, enfin ma carrière scientifique, et bon, on y arrive très naturellement. Mes amis ont été mes concurrents à certains moments, mes collaborateurs à d'autres. Et bon, ben c'est comme ça, c'est la vie d'un chercheur en tout cas. Bon, alors je vous ai cité le professeur Schatzmann, qui a été celui qui m'a initié à la recherche, à l'astrophysique. Ensuite, Hubert Reeves, avec qui j'ai fait ma thèse d'État. Donc deux personnes à qui je dois beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle un postdoc au California Institute of Technology avec quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour la nucléosynthèse stellaire, qui s'appelle William Fowler, avec qui je me suis très très bien entendu. Et puis alors les hasards font bien les choses. Tout à l'heure, on va remettre un prix à mon jumeau du point de vue âge. C'est-à-dire quelqu'un qui a le même âge que moi, américain, avec qui j'étais à la fois ami et on a collaboré ensemble. Et donc, ça me fait plaisir. Tout à l'heure, j'essaierai de choper quelques minutes pour lui dire bravo de l'obtention de ce prix. Ah, ils m'ont appris beaucoup, alors c'est pas facile de... Alors, bon, je vais forcément faire un tableau très très fragmentaire, enfin, ou oublier beaucoup de choses. Je dirais que, pareil, je prends Hubert Reeves. Hubert Reeves m'a appris deux choses. La première, c'est l'importance de la vulgarisation. Et la seconde, il m'a appris que les problèmes apparemment simples, ou les questions apparemment simples, sont aussi intéressantes et doivent être traitées de la même façon que d'essayer de résoudre des trucs
ou les équations de la relativité générale d'Einstein ou tout ça. Ça veut simplement dire que il a été, lui, très influencé par la culture anglo-saxonne. Il a été l'élève d'un autre savant qui s'appelait Salpeter à Cornell. Donc, lui, aux États-Unis, on ne juge pas le chercheur sur la complexité des sujets. On le juge sur est-ce qu'il a trouvé des choses ou il ne l'a pas trouvé. Et ben, c'est comme vous êtes, comment dire, imaginez que vous collectionnez des cailloux. Bon, il n'y a peut-être pas de mérite, mais vous tombez là sur un caillou magnifique, ben, vous le prenez, puis vous êtes le découvreur d'une pierre magnifique. Donc il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de hiérarchie. Alors qu'en France, on est marqué par Auguste Comte, c'est-à-dire que plus c'est complexe, mieux c'est, plus c'est compliqué, mieux c'est. Non, alors que l'anglo-saxon, c'est pragmatique. Donc j'ai appris ça d'Hubert Reeves. Par exemple, c'est vrai que Schatzmann, tout à fait adorable, mais Schatzmann, il aimait la complexité, il aimait les trucs voilà. Donc j'ai appris ça. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris que... mais c'est assez vrai des chercheurs il faut faire ça avec plaisir. On ne fait pas de la recherche, comment dire, comme Tartuffe avec un manteau avec des épines. Non, non, non. Il faut que ça soit joyeux, que ce soit plaisant. Si on fait de la recherche alors que ça vous emmerde, il faut changer de métier. Ça, c'est important. Alors, de fait, pour dire la vérité, il faut, de mon point de vue, faire ce qu'on doit faire avec plaisir. Alors, l'ennui, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans la vie professionnelle. Je dirais qu'il y a deux pics, en fait. Les deux pics, c'est ou les très jeunes ou les très vieux, qui sont en général assez nombreux dans une salle. C'est un peu normal, je veux dire. C'est pour vous expliquer. Alors évidemment, il y a d'abord les personnes âgées il y en a beaucoup qui sont consommatrices de conférences, donc on a ce public, et puis les jeunes, ils viennent apprendre. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une certaine... comment dire, il y a un peu moins de personnes entre, je dirais, 35 ans, c'est un peu moins, vous voyez. Il y a beaucoup avant 30 ans et beaucoup après 60. Et le milieu, un peu moins. Alors, justement, ça, c'est l'effet du confinement. Donc, je peux faire ma petite statistique sur les consultations scientifiques. Là, j'ai eu vraiment, il y a eu, par contre, beaucoup de... Parce que les 30 à 60 étaient chez eux. Et ils avaient, enfin, je veux dire, beaucoup avaient du temps pour faire ça. Et donc, là, j'ai récupéré un public qui est généralement minoritaire dans les conférences habituelles. Chaque domaine scientifique, et la biologie, là, et elle n'est pas au bout. Bon, il y a énormément, par exemple, pour prendre un exemple très connu, hein, énormément d'espèces animales vivent dans les océans, on ne les connaît pas encore. Je veux dire, il ne faut pas oublier que la recherche scientifique, c'est pas si ancien que ça. Je veux dire. Alors, il y a eu des fulgurances à la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe, etc. Mais je veux dire, le fait que l'accumulation de beaucoup de savoir, elle est récente. Donc, je dirais, c'est même à la limite. L'accélération, elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, il faut voir que il n'est pas anormal que de dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout le monde du vivant. Hein, c'est bien connu que la forêt amazonienne renferme énormément
d'espèces végétales, animales, évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas étudiées. Alors ça, c'est le premier point. Vous avez, enfin, je serais nuancé dans ma réponse, à savoir que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout sur Terre qu'il ne faut pas se poser la question de ce qu'il y a ailleurs. Je veux dire, sans ça, on ne ferait pas d'astronomie. Je veux dire, on pourrait très bien dire, bon ben, on va pas souvent dans la Lune, alors on laisse ça de côté, ce qui serait, pardonnez-moi, mais ce serait inopérant. Il est donc, de mon point de vue, il faut faire l'effort de recherche. Il doit balayer tout, à savoir, il y en a qui vont faire comme moi de l'astrophysique, il y en a qui vont faire de la biologie ou autre chose. Je veux dire, et bien évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de problèmes qui n'ont pas été abordés ou qui n'ont pas de solution. Donc, je ne mettrai pas, comment dire, je ne mets pas d'hiérarchie, vous voyez. Je crois qu'il faut que les choses se fassent. Alors, et donc, un bon stratège en recherche, c'est celui qui, effectivement, fait en sorte que les différents domaines puissent progresser à peu près à la même vitesse. Mais je veux dire, c'est aussi important de rechercher les exoplanètes que, je ne sais pas moi, de rechercher une nouvelle espèce végétale ou animale. Je veux dire, tous les problèmes sont intéressants. Moi, j'ai vu, par exemple, une émission sur Arte il n'y a pas longtemps, où j'ai appris que les roseaux, eh bien, ils avaient une horloge biologique de 137 ans. Bon, c'est quand même étonnant. Hein. 137, c'est pas un nombre, c'est un nombre bizarre, un nombre premier. Et bon, ben, étudier la reproduction des roseaux, eh bien, c'est aussi intéressant que d'aller chercher des exoplanètes. C'est un autre problème. Et les deux problèmes sont également intéressants. Ah ben, ce qu'il faut éviter, enfin, ça c'est je crois qu'il est absolument nécessaire, enfin pour moi, hein, là, je vous donne mon avis personnel. Il faut lutter absolument contre l'hyperspécialisation. Et si, par exemple, je travaille avec des comédiens aujourd'hui, bon ben, c'est parce que j'ai véritablement un goût pour aller vers les autres. C'est-à-dire que oui, les autres vous enrichissent. Ils vous posent des questions comme vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous les pose. Donc moi, je trouve que ça ne veut pas dire que je vais être comédien, je veux dire. Bon, c'est un autre métier. Je vais garder ma technique, ma technologie, mais j'aime bien faire partie de groupes dans lesquels il y a d'autres gens qui ont d'autres techniques et avec qui on va travailler ensemble. Là, je vous donne un exemple. Bon, ben, j'ai mon ami architecte du Futuroscope qui m'a dit eh bien, il y a un projet de faire un palais de la découverte dans une ville chinoise. Ben, j'ai fait une petite note pour vous dire, ben voilà, voilà ce que je mettrai. Ça ne veut pas dire qu'ils suivront ce que j'ai mis, mais enfin, je mets, enfin, les petites choses que je sais, je les mets au service d'autres choses. Je ne suis pas architecte, mais je peux donner des conseils à un architecte pour remplir un édifice, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Je crois on s'appauvrit beaucoup en restant totalement figé sur une seule chose. Il faut acquérir une bonne technique dans un domaine bien précis. Vous êtes caméraman, donc moi je suis pas caméraman, vous savez quelque chose que je ne sais pas faire, mais on collabore ensemble à quelque chose, voilà. Moi je vous parle, et où je réponds à vos questions, et vous savez me filmer, ben voilà. Mais c'est vrai en général de toute, comment dire, toute activité, je veux dire. Une activité, c'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes qui travaillent pour un objectif.
Il y a une chose que je vais vous dire ce que j'ai du mal à supporter. Voilà. Moi, il y a deux choses que j'aime pas. J'aime pas, comment dire, j'aime pas qu'on me raconte n'importe quoi, voilà. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, oui, moi je vais dire que j'étais un peu choqué. Quand j'entends une chose comme ça lorsque le professeur Raoult répond à un journaliste, en l'occurrence David Pujadas, et qui lui dit moi j'ai raison parce que si on fait un sondage d'opinion, c'est moi qui ai raison puisque il y a plus de sondés qui me croient que d'autres qui croient le ministre de la Santé. Je trouve ça scandaleux qu'un professeur, enfin qu'un chercheur ose dire on va faire, comment dire, celui qui a raison c'est celui qui a le plus de votes. Là c'est la négation même de la science. La science, l'eau au bout, et même si vous ne voulez pas qu'elle boue, elle va bouillir. Je veux dire, c'est pas un fait démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout comme élire tel ou tel, ou voilà, non. Et il y a des évidences naturelles sur lesquelles on ne peut rien. C'est les lois de la nature. Et on essaie de les décortiquer. Bon, le professeur Raoult, il doit lui trouver, enfin il s'est fixé comme objectif de dire que telle molécule pouvait soigner le Covid-19. De deux choses une, il a raison ou il a tort. Bon, mais ça, c'est pas un panel qui va le dire. Voilà. Donc les choses comme ça, totalement inexactes, ça m'insupporte. Ça c'est le 1. Et le 2, j'aime pas l'arrogance. J'aime pas je veux dire, nous sommes tous de pauvres humains qui avons une petite vie limitée. Il y en a qui sont un petit peu plus intelligents que d'autres, mais pas beaucoup plus. Enfin, je veux dire, bon, il n'y a pas lieu. Je veux dire, les personnes qui m'ont le plus impressionné, elles m'ont aussi impressionné par leur modestie. Donc, lorsque quelqu'un roule des mécaniques, généralement, oui, j'aime pas, voilà. Oui, moi j'en ai vraiment un projet. Je sais pas, enfin il me dépasse, hein. Mais je pense, enfin j'arrive à un âge où je pense que l'avenir de nos sociétés, ce sont les jeunes. Et je trouve, je le dis, c'est pas du tout péjoratif. Il y a tous les gens qui font de l'éducation, à mon avis, il faut repenser vraiment, mais de fond en comble, hein. C'est pas du tout un problème politique gauche-droite ou... Non. Alors, l'actuel ministre a des idées, il a de bonnes idées, mais il en a aussi de mauvaises. Je prends un exemple, d'avoir fait aujourd'hui le baccalauréat, au lieu de l'avoir concentré sur 2 mois, par exemple, on oblige les enfants à bachoter sur 2 ans. Hein, ils commencent en janvier de la première jusqu'à le juin de la terminale. Je veux dire, c'est pas raisonnable. Je veux dire, donc l'éducation me paraît un sujet essentiel. Je pense qu'il devrait avoir dans l'ensemble le gouvernement devrait lui donner une priorité qu'il n'a jamais eue. C'est-à-dire que vraiment, l'éducation nationale, c'est normal que ça coûte cher. À partir du moment où on a décidé que c'était l'élément fondamental pour mettre une classe d'âge, pour faire en sorte qu'elle s'épanouisse et tout ça, c'est normal que ça coûte cher. On n'y peut rien. Et donc, oui, tout c'est... Enfin bon. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un chantier énorme. Mais c'est pas seulement vrai. Alors, il y a des pays qui réussissent mieux que nous. La Finlande, hein, vous ne savez pas, mais la Finlande, ils sont numéro 1 dans les classements PISA et tout ça. Je pense qu'il y a du travail. Moi, je diviserais, si vous voulez, j'ai un peu réfléchi, donc à le temps scolaire en 4. Hein, il y aurait un quart, la moitié, qui serait les savoirs essentiels,
lire, compter, s'exprimer, écrire, enfin, il y a les langues, voilà, les choses essentielles. Mettons, sur la moitié, j'en mettrai les 2 tiers, puis un tiers, les sujets qu'on a envie, ce que j'appelle les électives, hein, c'est-à-dire vous êtes intéressé, je ne sais pas moi, à la culture des papillons, ben vous prenez un cours sur les papillons ou un cours sur les pierres précieuses, j'en sais rien, enfin voilà. Ça c'est. Ensuite, il y aurait un quart qui serait sur l'éducation physique, et puis un autre quart qui serait des projets, qu'on apprenne aux enfants dès le plus jeune âge à se mettre en équipe, puis réaliser des choses. Ça peut être des petites expériences, comme la main à la pâte, mais ça peut être aussi d'autres choses. Par exemple, préparer un voyage, par exemple. Et puis se dire, ben voilà, pendant ce voyage, on va, chacun de nous, mettons une équipe de 5 ans ou 6 enfants, on se dit, on va rencontrer les habitants d'une ville, puis on va les interroger, ou par exemple, ou n'importe. Mais quelque chose qui leur apprenne la créativité, de ne pas rester comme ça, qu'ils aient envie de le faire, la culture du projet, si vous voulez. Et puis d'apprendre à travailler ensemble. Alors le professeur, l'enseignant va être là pour les guider, pour pas les laisser tout seuls. Mais moi je verrais bien ça, vous voyez ce camembert, un quart des projets, un quart culture physique, puis la moitié l'enseignement traditionnel, avec une bonne préférence pour les savoirs. Comment dire ? Il y a quand même des savoirs plus importants que d'autres, et de vraiment se focaliser sur ce qui est vraiment important. Je dirais, j'aimerais que la politique se fasse un peu autrement, à savoir d'abord que personne n'a généralement une solution entière au problème. Hein. Je dirais, il faudrait un peu plus de modestie de la part des politiques, d'écouter un peu les citoyens, puis de se dire qu'ils sont au service et pas l'inverse, pas nous qui sommes au service des citoyens. Je suis désolé. Ça, Alors le bon côté des choses, et qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que dans la législation française, il y a une loi fabuleuse, qui est la loi sur les associations. C'est-à-dire que 4, 5, 10, 1000, enfin, les individus se mettent ensemble pour faire quelque chose ensemble. Ça peut être pêche à la ligne, mais ça peut être aussi des choses plus importantes, lutter contre le cancer, les restos du cœur, je veux dire, il y a des choses fabuleuses hein, qui sont faites par le monde associatif. Je pense que je pense que c'est une des richesses de notre système français, c'est l'association. C'est-à-dire des initiatives qui viennent pas du haut vers le bas, mais qui partent du bas vers le haut. Hein. Un jour, Coluche a eu cette idée fabuleuse de faire des restos pour les déshérités. Il est mort, hélas, depuis maintenant longtemps, 86. Et donc, oui, ça fait 26 ans. Et son œuvre reste. Bon, ben voilà. Oui, on aimerait, si vous voulez, ça c'est. Alors, ça a été un grand comédien, ça a été un grand humoriste et tout. Mais ces Restos du Cœur, c'est fabuleux, je veux dire. Parce que c'est vraiment. Ça met oui, ça aide les autres à vivre. Donc, si vous voulez, c'est pas venu d'un décret passé en Conseil des ministres et par la Chambre des députés. C'est venu de quelqu'un qui a dit on va faire les Restos du Cœur. Ben voilà. Et donc, le mot de la fin, c'est se dire qu'on n'est pas tout seul, avoir de l'enthousiasme et du bonheur dans ce qu'on fait, et puis considérer que les associations, c'est quelque chose d'important, et voilà.